Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de clarifier la situation et essayer de répondre à la question que beaucoup d'investisseurs se posent. Faut-il acheter des actions chinoises en ce moment? Donc par actions chinoises, j'entends quoi? Principalement les plus grosses telles que Huawei, Didi, JD.com, Tencent, Alibaba ou Baidu par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie chinoise en général, et donc du coup les actions chinoises, ont été énormément impactées ces dernières années, donc principalement depuis l'arrivée du Covid. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc oui, la Chine avait auparavant une économie très florissante avec une expansion très soutenue à la fois du coup de son PIB, donc ce qui se traduisait forcément pour les entreprises une croissance relativement importante en fait de leur chiffre d'affaires. Donc on parlait de chiffre d'affaires qui augmentait chaque année de 20-30% pour ces grosses entreprises au cours des dernières années, donc ce qui était relativement exceptionnel. Et là depuis en fait le Covid, depuis l'arrivée du Covid, donc il y a eu principalement déjà l'État chinois qui est intervenu pour mettre en place sa politique zéro Covid. Donc forcément à partir de là, quand la plupart des gens, quand tous les gens en fait sont confinés chez eux, forcément l'économie tourne plus qu'au ralenti. Là elle était quasiment à zéro de toute façon en Chine. Et depuis, donc ça fait environ un an là que cette politique zéro Covid est terminée. Sauf que la Chine peine actuellement à retrouver ses niveaux d'antan. Donc par exemple là en 2023, le PIB du pays a progressé un peu plus de 4%. Donc ce qui est bien supérieur à l'augmentation moyenne au niveau mondial. Mais pour une économie en fait comme la Chine, c'est très faible. On s'attendait à beaucoup plus, forcément plus des 10%, etc. En plus, il y a différentes données qui entrent en jeu, donc du fait qu'il y a le parti communiste chinois qui est à la tête du gouvernement, donc forcément ça pose certaines questions. Ensuite, il y a eu tous ces soucis de délisting des compagnies chinoises au New York Stock Exchange. En gros, c'est quoi? C'est les régulateurs américains, ils demandent pour qu'une entreprise soit listée dans leur pays différents documents à ces entreprises, sauf que la Chine ne voulait pas forcément divulguer certaines informations de ces plus grosses entreprises, donc il y a eu une petite guéguerre. Bon, actuellement c'est toujours pas réglé, mais les tensions ont l'air de s'être apaisées pour l'instant. Donc voilà, donc en fait un peu toutes ces choses mis bout à bout ont fait en sorte que l'économie chinoise a chuté, et principalement en fait les entreprises. Je vais te montrer ici quelques graphiques du coup, où là en fait c'est, si vous aviez été investisseur, on va prendre deux investisseurs. Un qui aurait investi là en janvier du coup 2023 de l'argent sur un indice américain tel que le S&P 500, et un autre investisseur qui aurait investi cette même quantité d'argent pour le coup sur un indice chinois. Et au bout d'un an, il y aurait eu 40% ici de différence entre les deux investisseurs. En un an, le marché américain s'est apprécié de 20% environ, tandis que le marché, lui, chinois, s'est déprécié de ce même montant, d'environ entre 18 et 25% environ. Donc ce qui est relativement important, cette différence. L'autre chose que je voulais vous faire comprendre aussi, c'est la façon dont marche en fait l'économie mondiale. Donc là, c'est une étude qui a été réalisée par Forbes, là, le 7 février 2024, donc il y a à peine un mois. Donc là, qui nous montre quoi? Qui nous montre qu'actuellement, de toute façon, comme vous le saviez probablement, les États-Unis sont la première puissance économique. Ça voilà, c'est un fait. Ils génèrent là en 2023 du coup 27 000 milliards de PIB. Et la Chine arrive elle en seconde position avec 18 000 milliards. Mais la chose qu'il va falloir comprendre en fait, c'est que un jour ou l'autre, donc probablement dans une dizaine ou vingtaine d'années, la Chine dépassera en fait les États-Unis et deviendra la première puissance économique mondiale. Grâce à quoi? Principalement grâce à deux facteurs. Le premier, c'est ce que vous pouvez voir ici, là, juste à droite, qui représente en fait le PIB par habitant. Donc en gros, la valeur qui est créée pour chaque personne qui compose en fait le pays. Comme vous pouvez le voir ici, les États-Unis actuellement, là en 2023, chaque personne en fait permettait de générer 83 000 $ au pays. Voilà.
Tandis que la Chine, on était ici qu'à 13 000. Donc ça, c'est la valeur apportée par chaque habitant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, en fait, la Chine, c'est un pays, en fait, qui s'enrichit petit à petit, où les classes pauvres vont petit à petit accéder à ce qu'on appelle la classe moyenne, et les classes moyennes vont pouvoir accéder petit à petit, en fait, aux classes un peu plus aisées. Et donc, du coup, déjà, la Chine va pouvoir agir déjà sur ce facteur, comme on peut le voir, où elle a beaucoup déjà, elle va pouvoir rattraper les États-Unis petit à petit, grâce à ça, mais aussi et principalement grâce à ce second facteur qui est en fait la population. Comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'était sur Worldometers, donc en 2024, la population aux États-Unis, on était à 340 ici, donc troisième population mondiale, 340 millions d'habitants, là où en Chine, on est quasiment à 1 milliard, allez, 1,4 milliard, 1,5 milliard. Et ce qui va être important en fait de comprendre, c'est que vu qu'il y a énormément de personnes en Chine et qu'en plus le pays s'enrichit petit à petit, eh bien la Chine deviendra dans un futur plus ou moins proche la première puissance économique mondiale. Et probablement qu'ensuite, je ne serais pas étonné qu'une fois la Chine en première position, elle soit rattrapée petit à petit en fait aussi par l'Inde ici, qui a une population relativement importante et qui reste un pays encore relativement pauvre. Je ne sais pas si on le voyait ici, l'Inde, si voilà, 5e pays, voilà, comme on peut le voir ici. Donc 5e pays au niveau du PIB, par contre ici le PIB par habitant, on est ici qu'à 2000 euros, donc ce qui est rien du tout. Voilà. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, au niveau du pays, comment ça va se répertorier vis-à-vis des entreprises? Et bien, tout simplement que les entreprises vont à la fois pouvoir profiter en fait de cette croissance du PIB à l'intérieur de la Chine. Donc ça va être l'ensemble des entreprises chinoises, mais forcément les plus grosses vont fortement y contribuer. Et en plus, comme le monde en général, dans sa globalité, il s'enrichit d'année en année, eh bien, ils vont pouvoir aussi profiter de toute cette internationalisation. Et donc, vous le ressentez peut-être pas en fait, vous dites pas au premier abord, tiens oui, le monde s'enrichit d'année en année, c'est pas possible, on n'est pas plus riche qu'avant. Si, croyez-moi, alors, vous voyez peut-être pas ça à votre niveau. Après, l'autre débat qui se pose, c'est est-ce que la richesse est bien répartie? Bon, probablement que non. Mais dites-vous bien qu'actuellement, vous vivez dans de meilleures conditions que vos parents il y a par exemple 30 ans, et vos parents vivaient il y a 30 ans dans de meilleures conditions que vos grands-parents il y a, on va dire, 60 ans. Et donc du coup, petit à petit, le monde s'enrichit et on a accès à différents services de plus en plus de qualité. Et ça, si vous voyagez, vous pourrez le voir dans certains pays où là, en fait, dans certains pays plus pauvres, par exemple, que la France, vous dites, ils vivent dans ces conditions, mais dites-vous bien que ces conditions, c'est exactement les mêmes conditions que la France avait il y a plusieurs dizaines ou vingtaines d'années. Donc, par rapport à ça, on va essayer de regarder au niveau des entreprises chinoises, et en particulier d'une entreprise que j'aimerais regarder avec vous, qui est l'action Alibaba. Alors, on va vraiment dérouler le même principe que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va regarder déjà les différents indicateurs pour savoir déjà si oui ou non Alibaba est une entreprise de bonne qualité. Et en fin de vidéo, j'essaierai de vous donner un prix d'achat maximal auquel moi je serai prêt à payer l'entreprise pour réaliser un bon rendement. Juste avant, je tiens quand même à te rappeler que je ne suis pas du tout un conseiller financier. Je te partage juste mon avis, les différentes analyses que je réalise. Donc après ces vidéos, ou peu importe les vidéos que je fais, ne te dis pas là, oulala, il est grand temps que je vende les actions chinoises que j'ai en portefeuille avant que ça se passe mal, ou oulala, il est grand temps que j'achète des entreprises chinoises pour profiter du prochain boom. Non, je te présente juste la situation telle qu'elle est. Donc, pour Alibaba, donc c'est une entreprise, comme on peut le voir ici, relativement petite encore, parce qu'une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, c'est très peu. Si on compare à un groupe comme Amazon par exemple, donc Alibaba ou Amazon c'est la même chose, on peut voir ici que Amazon c'est
1850 milliards de dollars. Donc là, on n'est plus du tout sur le même niveau. Ok, donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc déjà, on va vouloir savoir si Alibaba, c'est une entreprise qui est faiblement ou pas du tout endettée. Donc on va regarder deux indicateurs qui sont, dans un premier temps, sa dette long terme et sa dette nette. Et on va vouloir que ces deux métriques puissent être remboursées en moins de 5 années de free cash flow. Donc on va prendre son free cash flow moyen là, au cours des 5 dernières années, qui est de, allez, on va dire 20 milliards. 20 milliards qu'on va multiplier nous par 5, ça va nous donner 100. Donc on va vouloir que la dette long terme d'Alibaba soit inférieure à 100 milliards de dollars. Donc on va aller dans son bilan comptable, on va aller directement sur sa dette long terme qui est ici 31 milliards. Donc du coup là clairement on est bon, on est à un tiers de notre valeur maximum, donc la dette long terme d'Alibaba est maîtrisée. Donc elle peut la rembourser en un peu moins du coup de 2 années de free cash flow, donc ce qui est excellent. Maintenant au niveau de sa dette nette, donc elle se calcule comment? On va faire juste la différence entre sa valeur d'entreprise ici et ici la capitalisation boursière. Voilà. Donc ça nous donne 192 moins 183, ça nous donne 9 ici. C'est-à-dire que la dette nette de l'entreprise est de 9 milliards de dollars. 9 milliards, on est loin des 100 milliards. Donc là, l'entreprise peut même rembourser en fait sa dette nette en moins de 6 mois de free cash flow, donc ce qui est excellent. L'entreprise est faiblement endettée. Ok, maintenant, ça déjà c'est un bon point. On va voir au niveau de sa rentabilité. Est-ce que les dirigeants de cette entreprise utilisent à bon escient l'argent qu'ils possèdent? Donc on va vouloir à la fois que le ROA, le ROE ou le ROIC soient tous les trois au minimum de 12%. Et bien, comme on peut le voir ici, c'est pas le cas. Là, clairement, on n'y est pas. Donc, comme ça, à première abord, on se dit, ils n'utilisent pas forcément bien l'argent qu'ils possèdent. Sauf que, attention, rappelez-vous, l'économie chinoise a été lourdement impactée par le Covid. En plus, Alibaba, c'est une société qui s'expand relativement vite, donc elle réinvestit énormément d'argent pour sa croissance future. Donc en fait, c'est presque normal que ces indicateurs soient aussi faibles. Donc là, oui, on va dire que ces métriques ne sont pas cochées, mais il n'y a rien d'inquiétant à mon sens là-dessus. Je pense honnêtement qu'Alibaba sera en mesure d'avoir ces trois indicateurs supérieurs à 12% lorsqu'elle sera un peu plus mature. Ok, l'entreprise verse du coup un dividende donc, à ses actionnaires donc, de 2 480 millions donc, à l'ensemble de ses actionnaires, et ce qui correspond ici à un rendement de 1,35%. Et donc ce qu'il est important de savoir déjà, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc est-ce que l'entreprise va réussir à le verser chaque année, et est-ce qu'elle va pouvoir même se permettre de l'augmenter. Donc c'est ce qui est le plus important quand vous investissez dans une entreprise à dividende. Donc on va en fait voir quel est le payout ratio de cette entreprise. Donc on va calculer le payout ratio en faisant la division entre le dividende qu'elle a versé, donc 2,48, et toujours le free cash flow moyen ici, au cours des 5 dernières années, donc de 19,64. Ça nous donne 0,12 qu'on multiplie par 100, ça nous donne 12%. Donc le payout ratio de cette entreprise est de 12%. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise verse 12% de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc ça, honnêtement, c'est excellent. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment une entreprise qui a un payout ratio inférieur à 50%. Donc là, oui, le dividende de cette entreprise est pérenne et pourra être très facilement augmenté d'année en année. Ok. Maintenant, au niveau des marges, on a des marges brutes ici de 37-38%, ok, et des marges nettes ici, allez aux alentours des 15, comme on peut le voir cette année, vachement impactée là, à 11, ouais, ok. Mais on est supérieur à 10%, ok, donc c'est plutôt pas mal. Pour rappel, un Amazon, je crois que ses marges aux alentours des 4-5%, ses marges nettes, hein. Donc là on est à 1 x2 x 3. Ok, donc là pour l'instant l'entreprise semble plutôt pas mal. Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a toujours une croissance. Donc à la fois de quoi? De son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow. Donc, je vais mettre sur le format annuel, parce que vu que c'est une entreprise chinoise, il y a des choses qui s'affichent mal sinon. Donc en 2019, le chiffre d'affaires de cette entreprise, c'était 52 milliards, cette année 120 milliards. Donc une augmentation supérieure à 2.
Donc elle a doublé son chiffre d'affaires en moins de 5 années, donc ce qui est exceptionnel. Ok, le chiffre d'affaires est en croissance, c'est bien, mais est-ce que c'est aussi le cas du résultat net? Sinon, ça veut dire qu'il y a eu des frais qui se sont ajoutés. Alors, en 2019, 12 milliards de résultats nets, pardon, et cette année, 10 milliards. Ok, donc là, comme on peut le voir, le résultat net est énormément impacté cette année. Il est en diminution. Quand on a pu le voir, on était à 20 là, au cours des années 2020-2021, et par contre, là, depuis 2022-2023, là, oulala, attention, on les a plus que divisés par deux. Donc là, il va être vraiment important de comprendre en fait pourquoi le chiffre d'affaires est lui en croissance, mais que les marges, elles, sont en diminution. Donc là, c'est un point qui est très important de comprendre et il va falloir pour ça que vous regardiez dans les résultats des entreprises, donc dans les annonces qu'elles font tous les trimestres. Ok, maintenant la dernière métrique que nous allons regarder, ça va être le free cash flow qui est une des métriques les plus importantes puisque l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses avec. Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir réinvestir en elle-même, elle va pouvoir réaliser des acquisitions, donc acheter de nouvelles entreprises, et elle va pouvoir racheter ses propres actions. En 2019, il y avait comme free cash flow 14 milliards, cette année 22 milliards. Donc ça, ça personnellement, c'est un truc que j'aime. Le chiffre d'affaires est en croissance, on voit que le résultat net, lui, il est en diminution, donc là, attention, mais par contre, le free cash flow, qui est bien plus important que le résultat net, est lui en croissance. Alors ça, j'adore, honnêtement, ça, j'adore. Pour la simple et bonne raison que le résultat net, en fait, il peut être plus facilement manipulable par les comptables. Et donc, du coup, ils peuvent vous faire croire différentes choses. Des fois, ils peuvent vous faire croire que l'entreprise a réalisé des bénéfices exceptionnels, alors qu'en fait, c'est un déguisement, c'est un tour de magie et ce n'est pas la réalité. Là où le free cash flow, c'est très simple, c'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort et on fait la différence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime voir. Donc ça, gros point positif pour cette entreprise. Enfin, la dernière métrique que nous allons regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. Ce qu'on va vouloir, c'est que cette métrique soit stable dans le temps ou en diminution. Pourquoi ? Tout simplement, on ne veut pas que l'actionnaire soit dilué. Donc pour ce faire, il faut que le nombre d'actions en circulation diminue d'année en année. Alors, en 2019, il y avait 2 620 milliards d'actions. Cette année, 2 640 millions. Donc là, attention, l'actionnaire est dilué avec cette entreprise. Ça correspond du coup à quoi une dilution ici? Ah, alors là c'est bizarre. Alors est-ce qu'il y a eu un problème? Parce que je vois ici que apparemment l'entreprise aurait racheté quasiment un peu plus de 4% de ses actions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne le vois pas? Ah, si pourtant je suis en annuel. Et bien je comprends pas pourquoi. Bon, je pense qu'il doit y avoir un problème dans leur calcul. Mais en tout cas, voilà, l'actionnaire est dilué. Bon, très légèrement, hein, si on fait à 2,64 divisé par, on était à 2,62. Voilà, ça correspond même pas à 1%. Donc rien de bien inquiétant là-dessus. Ok. Donc, comme on peut le voir, là de prime abord, l'entreprise Alibaba semble plutôt bien gérée. Il y a des indicateurs de rentabilité qui sont relativement faiblards, mais je vous dis, rien de bien inquiétant. C'est une entreprise qui réinvestit énormément d'argent pour sa croissance future. Le nombre d'actions en circulation ici est légèrement en augmentation, mais encore une fois, on n'est même pas à 1%. Donc pour une entreprise qui croît aussi vite, forcément, votre free cash flow par action, votre bénéfice par action va augmenter plus vite que ce nombre d'actions. Donc là, rien d'inquiétant. Et juste faire attention au résultat net qui, lui, semble est en diminution, mais bon, comme on a vu que le free cash flow lui est en croissance, ok, on est bon là-dessus. Donc maintenant, on va aller regarder vite fait ce que pensent les analystes. Eux, ils s'attendent à quoi? Donc déjà, ils s'attendent à une augmentation ici du bénéfice par action très faible. Comme on peut le voir, passant là de 9 $, à 10 $. Ok. Donc ce qui correspond ici à une croissance à aller aux alentours des sûrement 6%, je pense, en tout là. Ok. Et par contre, au niveau de son bénéfice, de son chiffre d'affaires, là, ils s'attendent à une croissance bien plus importante. Donc, ce qui, là, est un peu troublant. Le chiffre d'affaires est en croissance, mais le bénéfice par action est en croissance, mais beaucoup plus faible. Donc là, je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ont fait les analystes là-dessus.
Enfin bref, après oui, il n'y a pas le même nombre d'analyses, etc. Ouais. Ok. Donc il s'attend ici à une croissance du chiffre d'affaires aux alentours, on va dire, des 8%, ouais, 8% environ. Ok. Donc maintenant, on va utiliser un outil en fait qui va nous permettre de savoir à quel prix maximal acheter cette entreprise pour réaliser des rendements adéquats. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, au niveau d'Alibaba, donc déjà, on va réaliser quoi? Hop là, on va réaliser des estimations sur 10 années. Ok. On va réaliser 3 types d'estimations. Des estimations relativement conservatrices, des estimations moyennes et des estimations plutôt hautes. Ok. Alors, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on va dire qu'on va être archi conservateur pour cette entreprise. Ok. Donc, je vais partir minimum sur du 4, 6 et 8. Donc là, honnêtement, si Alibaba n'arrive pas à faire 4% au cours des 10 prochaines années, je serais plus que surpris. Même si elle arrivait, même les 6%, hein. Honnêtement, déjà, juste le PIB chinois, il augmentera probablement bien au-dessus des 4% chaque année. Donc si Alibaba n'arrive pas à faire ça, ça serait une énorme surprise pour ma part. Maintenant, au niveau des marges nettes. Donc comme on peut le voir là, les marges tournaient sûrement aux alentours, aller entre les 15 et 20% environ. Et là, une grosse diminution cette année. Donc nous, on va mettre quoi? Allez, 10, tac, tac, tac. Allez, 15 et 20. Ok. Au niveau des marges sur free cash flow. Donc là, on voit un peu plus consistante et surtout un peu plus haute. Elles étaient aux alentours probablement ici entre 23 et 24% là, ouais, entre 20 et 24% on va dire. Donc moi je vais partir ici sur du 16. On va rester très conservateur, pardon. 16, 18 et 20. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Maintenant le PER et le PCL. Donc ça, un PER moyen par exemple comme le S&P 500, c'est un PER de 15. Et nous on va pouvoir l'ajuster en fonction de facteurs. Déjà, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Là on a été très conservateur. Donc on va dire ce n'est pas le cas, même si 6-8%, c'est pas mauvais non plus. Ok. Et est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Comme on peut le voir ici, ce n'est pas le cas non plus. Comme je vous le disais, l'entreprise réinvestit énormément d'argent dans son futur. Donc pour ma part, je ne vais pas lui accorder un premium si important que ça, parce qu'en plus, il y a toujours ces problématiques, le fait que ça soit la Chine, de ce délisting, du Parti communiste chinois, etc. Donc, je vais partir minimum ici sur le 15, allez, 16 et 17. Donc, on reste archi conservateur. Pour le rendement que je souhaite, on va être encore plus conservateur. D'habitude, je me demande minimum du 12%, là, on va demander aller du 14. 14, 16 et 18. Ok. On va analyser tout ça, et qu'est-ce que ça va nous donner? Et bien voilà. Ça va nous donner ces chiffres. Donc, comme on peut le voir ici, l'entreprise Alibaba semble actuellement sous-évaluée. Le seul cas où elle serait actuellement trop chère, c'est si l'entreprise réalisait 4% de croissance du chiffre d'affaires et qu'elle avait des marges nettes de 10% au cours des 10 prochaines années. Dans ce cas-là, vous la payerez, il faudrait la payer à $60 maximum. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les 3 chiffres là qui sont juste en bas? Il nous indique tout simplement, par exemple, on va prendre le chiffre là, qui est tout à droite. En gros, si l'entreprise Alibaba a une croissance du chiffre d'affaires de 8% annualisé, des marges nettes ici, et marge sur le free cash flow de 20%, avec un PER dans 10 ans de 17, et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, qui est du coup de $72, alors vous réaliseriez un rendement de 28, quasiment 29% par an. Alors là, le gros dilemme qui se pose, c'est oui, il y a énormément d'incertitudes actuellement sur les entreprises chinoises. Après, personnellement, la plus grosse incertitude qui est actuellement, c'est sur le délisting de ces compagnies. Honnêtement, même s'il y a toujours cette guéguerre entre la Chine et les États-Unis, bon, c'est un peu la guéguerre comme il y avait avant entre les États-Unis et la Russie, hein, c'est un peu cette guéguerre de qui est la plus grosse. Honnêtement, je vois mal les entreprises chinoises et donc le gouvernement chinois ne pas profiter en fait des capitaux étrangers. Donc, je pense pas que l'entreprise Alibaba sera délistée.
du New York Stock Exchange. Mais dans le cas où elle le saurait quand même, et ben, au final, je me suis renseigné auprès de mon courtier, donc IBKR, et ce que j'ai compris, c'est que si l'entreprise Alibaba était délistée, donc avec ce courtier, hein, après vous en fonction de vos courtiers, à vous de vous renseigner, alors en fait ce qui se passerait, ça serait mes positions seraient transformées en actions Alibaba, mais cotées sur la bourse de Hong Kong. Donc quand je vois en fait des rendements aussi importants, je me dis oui, ok, il y a des problématiques au niveau de la Chine, mais franchement 28%, 29% ici de rendement, et ça honnêtement, comme je vous dis, on a été ultra conservateur. Je pense sincèrement qu'Alibaba réussira à réaliser ses estimations. Je me dis 29%, c'est un truc où je ne peux pas passer à côté. Donc pour être honnête avec toi, sur mon compte perso, j'ai déjà en fait des actions Alibaba. Mais s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu vois en fait cette vidéo ou parce que je possède des actions Alibaba que tu devrais le faire. Il est très important que tu fasses tes propres recherches. En tout cas, n'hésite pas toi à nous dire dans les commentaires ce que tu en penses du marché chinois dans son ensemble et des entreprises chinoises. Est-ce que toi tu es actionnaire d'une société, donc que ce soit Alibaba ou une autre? Ou à contrario, est-ce que tu aimerais bien l'être ou pas du tout? Pour toi, ça te fait trop peur, t'as pas du tout à investir, ce qui est tout à fait ok. Hein. Franchement, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un investissement, il faut surtout pas que vous y alliez. Donc voilà, c'était Maxime. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. Ciao!